Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission de Vox Hebdo sur Vox TV. Seront abordées en première partie la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la nécessité de délocaliser la décharge d'ordures de Lifula dans le département du Poul. La deuxième partie de cette émission est réservée à la situation qui prévaut à la FECOFOOT. Avec moi sur ce plateau, Evrad Tikasumba, journaliste sportif à DRTV, Marna Mankene, directrice de l'information à Vox TV, et Prince Honneur Abanzounou, journaliste. Bonjour madame, bonjour messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vox TV. Je vous invite à suivre ce premier élément qui sera la base de notre premier sujet. La Russie soutient l'intérêt manifeste du continent africain pour une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans une interview accordée à l'agence TASS à la veille de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a trouvé légitime l'aspiration de l'Inde, du Brésil, mais aussi d'un pays africain à rejoindre la table des puissants du monde en qualité de membre permanent de l'organe décisionnaire de l'ONU. Selon le chef de la diplomatie russe, il existe des positions collectives partagées en Afrique que son pays respecte. Par ailleurs, Sergueï Lavrov a ajouté qu'un élargissement du Conseil de sécurité des Nations unies qui accorde un statut permanent à l'Allemagne et au Japon n'est pas nécessaire. Début septembre, les États-Unis avaient déjà formulé leur soutien à l'octroi de 2 nouveaux sièges permanents à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Depuis quelques jours, les travaux de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU se tiennent à New York et les différents chefs d'État se relaient à la tribune de l'ONU pour donner leur façon de gérer le monde, les affaires de la planète. Alors, Madame Mankene, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on penser que l'ONU est toujours cet élément-là ou cette organisation-là qui peut garantir la paix mondiale? Aujourd'hui, oui. 79 ans après, il est lieu de s'interroger, de faire vraiment un rappel historique de la création de l'ONU. L'ONU est née sous les sondes de la Société des Nations, parce qu'on a reproché à cette Société des Nations qu'elle était dans l'incapacité d'empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Alors, d'où on a jugé de créer une organisation plus crédible à mesure de contenir même les crises au sein du monde. D'où on a créé l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Alors, 79 ans après, aujourd'hui, je vous prends l'exemple des cas les plus récents. Vous avez la situation, la crise, le conflit au Moyen-Orient, israélo-palestinien, problème de souveraineté palestinienne. Mais aujourd'hui, l'ONU a dit que c'est une société, les mêmes greffes qu'on a reproché à la Société des Nations. L'ONU fait pire. Oui, dans ce cas, l'ONU, que pouvait-elle faire? Non, mais l'ONU pouvait faire parce que l'ONU a tous les moyens. Vous avez la passivité de l'ONU aujourd'hui est décriée. Aujourd'hui, l'ONU prend parti. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rapports de force. Lorsque les deux États s'opposent, où il y a un conflit, l'ONU prend parti. Alors que ce n'est pas son droit. L'ONU doit être l'église au milieu du village. Vous avez, à côté de chez nous, à l'est de la RDC, la logistique, la MONUSCO, le plus grand déploiement au monde, même en termes de financement, que ce soit au terme de la logistique, au terme de financement, à l'est de la RDC. Ça fait plus de 20 ans que l'ONU a déployé ses forces, ses contingents, pour essayer un peu d'apaiser, de ramener le calme. Mais aujourd'hui, la situation ne fait que s'empirer, monsieur le journaliste. Il y a lieu de repenser. Il faut revoir les statuts, d'où la nécessité s'impose, l'urgence même s'impose de revoir le fonctionnement de l'ONU. Pourquoi l'ONU aujourd'hui peine à faire face à tout ce qui est conflit, peine à trancher? L'ONU aujourd'hui, c'est une organisation des plus forts ou de tous ceux qui sont le quota sont vraiment pèsent au niveau de cette institution mondiale.
Et aujourd'hui, il faut revoir le système, l'organisation, parce que les mêmes greffes reprochées à la Société des Nations, aujourd'hui, l'ONU fait pire. Et je me demande, 79 ans, il y a lieu de créer peut-être, de repenser le fonctionnement, l'organisation, les statuts de l'ONU. Ok. 79 ans après, il y a lieu de repenser les statuts de l'ONU. Et Vrad, est-ce que c'est la même pensée que vous entretenez? Je partage cet avis de Mme Kene dans le sens que l'ONU, quand on crée l'ONU, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'était un conflit entre États. Et justement, c'est dans cette même lancée que l'ONU a été renforcée, a eu à avoir beaucoup de soutien de la part des pays membres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que quand vous essayez un peu de voir, c'est plus les conflits se sont intensifiés et il n'y a plus, même le secrétaire général de l'ONU ne pèse plus dans la résolution de ces crises, contrairement à ce qu'on avait vécu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Le péché de l'ONU actuellement. Il faut maintenant changer les chartes de l'ONU. Tout à l'heure, nous venons de suivre l'élément qui portait sur justement la tenue de cette 79e session de l'ONU, mais il nous faut une place pour l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique doit aussi désormais faire partie du Conseil de sécurité, c'est-à-dire avoir un droit de veto. Comment voulez-vous? Ce sont les autres États qui décident à la place des autres. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le cas, par exemple, de la crise à l'est de la RDC avec le Rwanda. Mais s'il y avait un pays, par exemple, qui avait ce privilège-là de décider, il devait quand même donner sa position, dire que non, ben voilà, ramenons les parties, les protagonistes à la table, c'est-à-dire que ce soit par exemple le Rwanda ou la République démocratique du Congo sur la même table de négociation afin de trouver une crise, plutôt une solution pérenne dans cette crise. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Jusque-là, le Rwanda ne reconnaît pas avoir s'impliquer son implication dans l'Est. Mais qu'on le veuille ou non, cette guerre provient toujours de l'Est, c'est-à-dire que c'est le Rwanda qui est toujours accusé. Et le Rwanda devait justement venir sur la table, dire que non, c'est pas moi, et interdire ces forces rebelles qui interviennent tout le temps à l'Est là-bas pour piller, je sais pas, violer la population qui s'y trouve. Prince Honneur, l'ONU, son action paraît inutile ou il faut repenser? Moi, je crois même que le mot sort de votre bouche. Quand on parle d'inutile, c'est pas en vain. Regardez, nous sommes à la 79e session. Je crois, parmi les missions principales de l'ONU, c'est de maintenir la paix à travers le monde. Dans la maison ONU, là où ces sessions se tiennent, regardez les discours que les chefs d'État et les chefs de gouvernement tiennent. Les discours battent en guerre. Vous vous rendez compte? Là où il y a le secrétaire général de l'ONU, celui qui est censé gérer ces États, prévenir les conflits. Mais les discours battent en guerre. C'est à peine hier, quand vous avez suivi Benjamin Netanyahu, il est libre de tenir ses propos. Regardez ce que Israël est en train de faire à Gaza, en Palestine, actuellement au sud du Liban. Regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Regardez ce que la Chine est en train de prévoir avec Taïwan. Oui. Donc vous voyez, dans ce pourtant que l'ONU n'existe plus. L'ONU est dans l'impasse totale. Et s'il y a lieu même de dissoudre l'ONU, je préfère que nous puissions dissoudre l'ONU parce que l'ONU ne dit que de non. Regardez là où il y a les forces. Madame Kennel l'a dit, en RDC. Nous voyons les hélicoptères de l'ONU, mais quand même, il y a à un certain moment, on était un peu dupés. Aujourd'hui, il y a une technologie avancée avec des drones que vous pouvez envoyer même à des milliers de kilomètres. Donc, ils ont la capacité, avec cette nouvelle technologie, de voir là où l'ennemi se cache. Mais en RDC, cela n'a jamais abouti. Cela prouve suffisamment que la force c'est quoi? Toutes les nations sont devenues fortes. Pourquoi je parle? Actuellement, c'est maintenant le plus fort qui domine sur le plus faible. Le plus fort domine sur le plus faible. Si vous êtes faible, contentez-vous de votre faiblesse. Israël est en train de bombarder, même en Iran. Regardez ce qu'Israël est en train de faire. Tous les pays frontaliers, la Syrie, un pays souverain. Je me pose la question si réellement ils sont souverains parce que Israël part de chez lui pour venir bombarder l'ambassade de l'Iran en pleine Syrie.
Personne n'en parle. Mais comme il est soutenu par les Américains, oui, c'est normal, tu peux faire ce que tu fais. Maintenant, si c'était un autre pays africain qui le faisait, vous allez voir, on va débarquer pour venir déloger. Je prends un cas plus flagrant en 2010, le conflit en Côte d'Ivoire. On a vu comment le président Gbagbo, un président en exercice, a été, parce qu'il y avait l'aide des pays occidentaux. Voilà pourquoi je dis, la présence des BRICS et des autres vient rééquilibrer les choses. L'ONU n'a plus de quoi dire. Oui, d'un côté, l'ONU, vous avez proposé la dissolution de l'ONU. À la place, que faut-il? Maintenant, à la place, il faut d'abord voir cette force, Ce rapport de force. Ce rapport de force, comment ça va Le devenir? rapport de force entre qui et qui? Entre qui? D'un côté, il y a les Occidentaux et l'OTAN qui faisaient ce qu'ils voulaient, ils pouvaient aller et faire. Mais aujourd'hui, il y a la Russie. C'est-à-dire les pays émergents. Les pays émergents. Il y a la Russie. Les BRICS, voilà. Les BRICS, donc, Il y a la Russie, la Chine aussi. La Corée du Nord ne fait pas partie des BRICS, mais il y a ces pays qui émergent et qui font peur. Et donc, il faut réfléchir 2 fois pour attaquer. Pour dire que non, c'est un pays qui appartient, qui est partenaire de la Russie, qui est partenaire de la Chine, qui est partenaire de la Corée du Nord. Est-ce qu'il faut attaquer comme on faisait auparavant? C'est ce qui fait rétracter ces pays et voilà pourquoi l'ONU est devenue, je peux dire même, inutile. Ok, merci Non, madame. Quand l'OTAN a attaqué la Libye pour faire tomber le président Kadhafi, mais il y a eu la passivité de l'ONU parce que l'ONU trouvait son compte. Et aujourd'hui, vous avez les rebelles, vous avez beaucoup de djihadistes qui écument dans la partie sahélienne de l'Afrique. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait le service après-vente, comme disait l'ancien président. Mais c'est ça. L'ONU aujourd'hui ne mérite plus. On doit penser, on doit voir par exemple ce que venait d'épingler tout à l'heure mon confrère Banzoulou Prince. Mais c'est à lui de... Il faut repenser, créer une organisation à mesure de prendre en compte tout ce qui est déshydraté des autres, à mesure de ne pas voir parce qu'on a en face de moi les faibles et puis il faut les écraser, il faut qu'il y ait des dominants qui puissent se mettre à assujettir les faibles. Non, il faut créer en tenant compte des rapports. Aujourd'hui, même l'ordre mondial, avec la montée en puissance de la Chine, les équilibres de force changent. Tout à fait. Tout change. Je vais Oui, allez-y. aussi parce que vous voyez, quand vous regardez le Conseil de sécurité de l'ONU, les pays qui ont les droits de veto, ils sont 5. Sur les 5, il n'y en a que 2 qui sont, c'est-à-dire qui disent la même chose. Vous avez la Russie et la Chine d'une part, et de l'autre, vous avez l'Angleterre, les États-Unis et la France. Donc, vous constatez qu'il y a un bloc, donc ils sont majoritaires, les 3, pour comme l'autre l'a dit, Prince, pour mater sur les autres. Et quand ils arrivent à prendre les décisions, si par exemple la Russie pose son droit de veto, ils sont bloqués. Et il en est de même aussi le cas par exemple de la Chine. Aujourd'hui, on a épinglé le cas de la Chine qui veut aller en guerre avec le Taïwan. Mais ce sont les intérêts chinois que la Chine pense qu'ils sont menacés en Taïwan. Et voilà pourquoi il veut récupérer cette île-là. Mais jusqu'à quand l'ONU sera passive comme on l'a dit? Alors, il faudrait qu'il y ait l'équilibre sur les décisions au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut aller vers le changement merci pour vos arguments. Le sujet, c'est bien, on peut encore discourir, mais malheureusement, nous devons passer à notre deuxième sujet et qui est relatif à la nécessité de délocaliser la décharge d'ordures de Lifula à Kintélé dans le département du Poul. Lifula, une localité relevant de la commune de Kintélé, département du Poul. À quelques encablures du poste de péage de la route nationale numéro 2 se trouve la décharge d'ordures de la société Averda, une vaste concession où l'accès est interdit. On témoigne de ces images prises dans les conditions difficiles. Les odeurs nauséabondes dégagées par ce dépotoir constituent la cause de plus d'un désagrément pour la population de ce quartier de Lifula. Ce qui nous dérange ici avec cette poubelle, ce sont les odeurs et les mouches qui nous envahissent et nous empêchent d'être dehors. Les mouches et les odeurs empêchent de nombreuses personnes de venir habiter ici. Avec la saison des pluies qui s'annonce, la population craint que ces odeurs s'accentuent de plus en plus.
Nous redoutons le retour des pluies, puisqu'en cette période, les odeurs seront encore plus fortes. Cette poubelle est source de maladies, surtout pour les enfants qui sont plus aux microbes. Dans cette décharge, selon la population, plus de 20 camions font 8 tours chacun par jour pour déverser sa cargaison de près de 16 mètres cubes d'ordures. Nous avons vu plus de 20 camions qui font des rotations pour aller décharger les ordures ménagères à Lifula. Alors, Eva, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ce genre d'image, une décharge à ciel ouvert? Entre la population et l'État, qu'est-ce qui était d'abord avant? Qu'est-ce qui existait d'abord avant, entre ce dépositoire d'ordures-là? Qu'est-ce qui existait avant? Parce que je pense qu'à l'époque où l'État avait pris cette décision d'aller chaque fois décharger des ordures là-bas, il y avait pas, c'était pas vraiment habité comme aujourd'hui. Mais la population est en train de se tendre, Brazzaville est en train de s'élargir. Jusqu'à ce que vous allez constater même dans les zones périphériques comme un peu plus loin vers Ngangalingolo, Makana, c'est maintenant plus habité, et Lifula, ainsi de suite, après Kintele, puisque c'est dans les environs de Kintele. Et du coup, donc, il y a lieu désormais de penser à délocaliser justement ce dépôt d'ordures. Mais est-ce qu'il y a encore un lieu qui est plus proche de Brazzaville où vraiment l'État peut, parce que c'est aussi tout ça que peut-être l'État est en train de voir, les moyens, la nécessité de délocaliser, mais il ne faut pas que ça soit encore un peu plus loin comme on l'avait fait de Brazzaville, parce que Lifula est proche de Brazzaville, mais c'est maintenant habité plus qu'avant. Donc désormais, il faut réfléchir à pousser encore un peu plus en avant, mais ça ne doit pas aussi être encore plus éloigné parce qu'il y a là les moyens qui doivent intervenir d'aller encore, c'est-à-dire je parle là des moyens, créer encore une autre décharge, moyens logistiques et tout ça, mais créer encore d'autres décharges, mais où? Parce que la zone, au fur et à mesure aussi, quand vous dépassez les foulards, un peu plus loin, je pense que c'est Yé. Il y a 45 puis mais là-bas encore c'est habité. Donc où concrètement il faut trouver un endroit, mais la question est sur la table, je pense, du gouvernement. Il pourrait penser un jour à délocaliser ces dépositoires d'ordures. Ok, le gouvernement pourra penser, madame, dépotoir à ciel ouvert, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les populations. Est-ce que ça nécessite vraiment d'être délocalisé? Oui, aujourd'hui, avec le développement de la ville, les Foulas aujourd'hui, ça fait partie d'un quartier de Kintele. Il faut voir, il y a la population est en train de s'accorder, c'est-à-dire qu'à la recherche des lopins de terre. Et aujourd'hui, même derrière, quand vous voyez la concession, là où il y a le dépotoir à Verda, et derrière, il y a déjà des lopins de terre. Les gens ont déjà, les propriétaires français ont déjà vendu. Mais il y a nécessité. Si on ne peut pas, parce qu'on se dit que délocaliser aussi, ça va demander beaucoup, ça va empiéter sur le fonctionnement pour la société à Verda. Mais il faut mettre ça dans les conditions. Dans les conditions, c'est ce qu'ils font là-bas dans cette décharge, c'est quoi? C'est l'enfouissement, alors que c'est interdit. On est en train de détruire la nappe phréatique. Et au demain matin, quand les gens vont mettre des fourrages dans cette zone-là, mais ça va impliquer l'eau que la population va consommer. Il revient à l'État congolais, au gouvernement, de chercher, de voir dans quelle mesure. Il faut que cette décharge puisse répondre aux normes. Les normes environnementales précisent quoi? Que les deux, quand vous avez une décharge de déchets ménagers ou de déchets toxiques, il y a des normes pour le traitement. Mais aujourd'hui, là-bas, on fait fi de tout ce qui est norme. Vous avez, c'est dans des conditions archaïques. Et on vient, on dépose. Et quand vous voyez même l'intensité journalière de l'intensité du trafic, oui, la rotation. Vous avez, on parle de 16 à raison de 8 camions. 8 camions par jour. 8 camions par jour. C'est-à-dire qu'il y a 20 véhicules qui sont réquisitionnés pour aller déposer. Chacun est obligé de faire 8 tours, au moins 8 tours par jour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. D'où la nécessité de penser à une politique, de mettre en place une politique de traitement.
en phase avec les normes, parce qu'aujourd'hui, on parle des normes environnementales. On ne peut plus faire, développer, mettre en place une entité de production, sauf prendre en ligne de compte tout ce qui est normes environnementales. Ça ne marche plus, ça ne cadre plus avec tout ce qui est règle aujourd'hui. D'où la nécessité. On peut rester ça, mais on met les conditions. La concession ne doit pas être à ciel ouvert parce qu'à 2 mètres, vous avez, à 2 mètres ou 3 mètres, vous avez des gens qui ont déjà des habitations. On doit respecter ça. D'où la population. Aujourd'hui, moi, je me demande dans quelles conditions les gens qui ont, parce que là-bas, on compte les maisons, les maisons se comptent à bout de doigts. Mais demain matin, dans 5 ans, ça sera une zone habitée. Mais comment les gens vont vivre dans les conditions comme ça? Okay. C'est pas l'odeur nauséabonde. Oui, je me dis la journée. C'est vraiment infernal. C'est vraiment infernal à supporter. Et ça va créer des maladies. Et on va accuser, surtout que nous sommes dans un pays là où une maladie a toujours une corrélation avec la sorcellerie. Or, la sorcellerie, parfois, n'est pour rien. Il y a des conditions aussi. La sorcellerie n'est pour rien, oui. Prince Honneur, décharge à ciel ouvert, nécessité d'être délocalisé ou d'être mis en condition pour un meilleur traitement. Bon, je crois que Mme Manquin l'a abordé dans son intervention. Délocaliser, ce n'est pas une solution. Pourquoi je dis délocaliser, ce n'est pas une solution? Parce que peu importe là où vous allez emmener, le problème, ce n'est pas de délocaliser, mais c'est de traiter ces déchets. Moi, je me pose même la question. Les gouvernants, dans l'ensemble, ils ont l'habitude de voyager chez les autres. Si nous sommes encore en voie de développement, ou nous sommes en pays comment, pays émergents, si nous sommes pays émergents, d'autres sont peut-être pays développés ou pays industriels, ils ont déjà une politique. On peut faire du copier-coller. Quand c'est bon chez les autres, c'est pas mauvais de prendre. Dans des grandes villes, il y a des déchets plastiques qu'on peut récupérer. Il y a des déchets ménagers qu'on peut toutefois recycler. Mais chez nous, on mélange tout et on jette. Voilà pourquoi je dis délocaliser, c'est pas une solution. Parce que peu importe là où vous allez emmener. Je vais à l'encontre de ce que Evra avait dit, que les foulées n'étaient pas habitées. Non, les foulées étaient déjà habitées. Regardez, à Verdun vient d'arriver peut-être, si je me trompe, c'est 10 ans. Mais les foulées existaient avant 10 ans. Les foulées existaient avant 10 ans. Il y a certains qui partaient. Non, à l'époque, quand l'État avait pris cette décision, je ne pense pas que c'était habité comme maintenant. Maintenant, c'était gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, Brazzaville, on est en train de revoir les limites de Brazzaville. En fonction de la décentralisation, on va redéfinir Brazzaville. C'est pour autant dire que les foulées peuvent être dans Brazzaville ou comme dans le pôle. Bon, le gouvernement va décider là-dessus. Il faut revoir. Comme a dit madame, ce n'est pas de laisser à ciel ouvert. Cette décharge peut être là, mais il faut traiter. Prendre ce qui est utile. Prendre ce qu'il faut transformer. C'est l'État. Quand je parle de l'État, non. Ceux qui ramassent ont signé un contrat avec l'État. De la même manière que vous avez signé ce contrat de ramasser les ordures, à travers la ville, vous devez mettre en place le traitement de ces ordures. On ne peut pas le faire tel qu'on le fait parce que ça va causer des maladies. Je vous dis, peu importe là où on va emmener. Je me pose la question où est-ce qu'on peut emmener ça encore. C'était là, puis là, on a enlevé, on a emmené à l'Ifoula. Mais l'Ifoula, c'est proche de 45, c'est proche de Kintélé. Donc vous comprenez que le problème, ce n'est pas de délocaliser pour délocaliser, mais c'est de traiter pour que nous puissions avoir il y a suffisamment, je vous dis qu'il y a une autre expertise qu'on peut aller prendre ailleurs. Si chez nous on n'en a pas, on peut aller prendre cette expertise ailleurs. D'abord quand on ramasse, regardez d'abord depuis le ramassage. Ceux qui viennent, au début on voyait parfois ils essaient un peu d'enlever dans ces ordures ce qui est plastique, mais là ils n'ont plus le temps. D'abord, ils ont d'abord du mal à le faire. La ville est sale avec ces ordures qui jonchent à travers. Ce qui est sûr, c'est pas la décharge. Il faut traiter, il faut trouver une solution, pas de délocaliser parce que je ne trouve pas là où on peut emmener, partout ça habité. Ok, Monsieur Kizosam, je voudrais rebondir sur le traitement puisque c'est de là qu'il s'agit, c'est la question qu'il s'agit, traiter ces déchets. Tout à l'heure, apparemment, Monsieur Press est en train d'oublier le rôle d'Averda. Averda n'est pas là pour traiter les déchets, mais Averda est là pour nettoyer, c'est-à-dire rendre la ville propre. Donc, son rôle, c'est ramasser les ordures, aller les déposer au bon endroit,
supposé, bien sûr, n'est pas entravé à la population. C'est ça d'abord le rôle d'Averda. Maintenant, le traitement des déchets, ça c'est une autre paire de manches, comme il le sollicite. Si le gouvernement peut encore aller négocier une autre expertise pour que ces déchets soient traités, tant mieux. Mais je suppose qu'il y a une société ici à Brazzaville, je pense déjà vers Combé, qui traite les matières plastiques. C'est une, elle recycle. Oui, voilà, il fait le recyclage de ces déchets. Mais si l'État, le gouvernement peut encore l'accompagner, le soutenir, je pense que ça sera aussi une bonne chose. Ok, madame. Quand Averda ramasse, Averda aussi peut continuer. En ramassant, on crée aussi une unité à mesure de traiter les déchets, voilà, ménagers. On traite les déchets. Et puis, on peut créer beaucoup de ressources financières derrière comme tout ce qui est décharge, les déchets, on peut créer beaucoup d'emplois. Parce que quand vous utilisez, dedans il y a quoi? Il y a aussi les déchets toxiques, on peut ramasser, on peut créer. Il y a aussi des déchets plastiques qu'on peut recycler et puis revendre dans les sociétés qui fabriquent par exemple des pavés. Tout à fait. Et on peut aussi, par exemple, de tout ce qui est fumé, ça peut servir dans l'agriculture. Donc, il y a beaucoup. Ça constitue une niche d'argent que les gens oublient. Les gens peuvent vraiment, aujourd'hui, si Averda peut aussi créer, faire de telle sorte, mettre du sérieux, s'employer à ce qu'il y ait vraiment, en plus, construire des concessions dignes. Parce que là-bas, le traitement se fait d'une manière empirique. Or, c'est interdit aujourd'hui. Oui, parce que là-bas, ils en font seulement les déchets et oui. Il y avait un moment l'atmosphère, on pollue le sol, oui. Ouais. Et demain matin, on aura des sérieux problèmes. Dans 10 ans, comme on disait en Banjulu, Prince, la gestion, gérer, c'est prévoir. Il faut prévoir, par exemple, dans 100 ans, qu'est-ce que l'IFU là, avec tout ce qui se fait comme le dépotoir là, tout ce qui est trafic de déchets ménagers. Mais il faut prévoir. Est-ce qu'on n'aura pas le même problème que d'hier? Parce que hier, quand les déchets étaient placés là, c'était encore vide. Est-ce que même si on cherche un autre endroit, la population ne finira toujours pas par arriver? Non, là n'est pas la solution. On peut garder la concession qui est proche du péage de l'Ifula là. On met c'est-à-dire qu'on crée des conditions, on respecte tout ce qui est prescrit, tout ce qui est norme environnementale. On va aller, on va rester. Et la population, ça ne va pas influer sur la vie, la santé de la population et le quotidien de la population. C'est ça. Je crois que madame l'a dit, le problème, nous parlons des emplois, on peut toutefois créer. Au lieu d'enfouir ça tel que ça se fait, on peut traiter. Sa chute est tellement pertinente. Pourquoi? Dans ces déchets que Averda est en train de jeter d'une manière pêle-mêle sans même prendre soin, tout se part dans la collecte. C'est aussi un problème au niveau des populations qu'il faut moraliser. Chez les autres, au moins, il y a déjà des sachets plastiques où à l'intérieur, tout est séparé. Vous venez ramasser. Mais chez nous, c'est un faux-tout. Okay, mais il faut moraliser peut-être la population. Il faut moraliser la population. Il faut traiter les déchets. Nous sommes obligés de finir avec cette première partie, tout en vous invitant à une pause et pour se retrouver bien après.